passion flower of my heart. Wop-doo-waddy-waddy, you. Wop-doo-waddy-waddy, you. Wop-doo-waddy-waddy-wop. Passion flower of my dream. Wop-doo-waddy-waddy, you. Ça cloche, hein. Oui, ça bouge en haut de la marguerite. Eh oui. Ils ont un le nôtre, comment s'appelle-t-il? Capability Brown. Capability, c'est son Capability prénom. Brown, oui, exactement. C'est un surnom. C'est un surnom parce que, en fait, cet homme, chaque fois qu'il voyait un château ou un jardin, il disait beaucoup de potentiel. Hein. Donc c'était voilà, Capability Brown. Voilà. Il s'appelle Lancelot, mais Capability Brown. Il est né 100 ans après le nôtre. Alors rien à voir, juste la notoriété en commun. Voilà sa petite tête. 100 ans après le nôtre. Alors le nôtre, c'est les jardins à la française, très strict, etc. Lui, c'est dame nature. C'est-à-dire qu'il rentre dans un château, il faut tailler un peu l'arbre ici, on va remettre un peu de terre ici. Donc on va faire des vallons, on va ouvrir les perspectives. C'est un jardin plutôt dénudé, vraiment très nature. C'est un paysagiste, on va dire. Voilà, c'est vraiment le paysagiste. C'est-à-dire qu'il peignait des tableaux avant, il montrait ça aux gens. Après, il disait voilà, on va couper ces arbres, on va mettre des bosquets ici, c'est petits bosquets, petits arbres. Et puis, on ouvre sur la nature. C'est-à-dire que le jardin ne s'arrête pas aux frontières du jardin. Et quand on dit un jardin à l'anglaise, on pense à lui? Alors, non, on ne pense pas vraiment à lui parce que le jardin à l'anglaise aujourd'hui, c'est vraiment un jardin fait de fleurs, un mélange de mix border, c'est-à-dire on mélange des fleurs, on a l'impression que c'est une sorte de... Lui, c'est autre chose. Lui. Ah, lui, c'est autre chose. Lui, c'est vraiment le paysage. Il est très, très connu en Angleterre. Hein, 18e siècle. Voilà, 18e siècle. Et il a aménagé les plus grands châteaux. Il a aménagé près de 250 jardins en Angleterre, ce qui correspond à peu près à la surface de l'île Maurice, c'est-à-dire 2000 mètres carrés kilomètres carrés, pardon. Oui. Oui, parce que j'ai oublié le cas. 2000 kilomètres carrés de jardins comme à l'île Maurice. Oui, il travaillait pour la noblesse britannique. Oui, bien sûr, il travaillait pour des gens qui avaient un peu d'argent, des châteaux, etc. Et là, on part à Highclere. Highclere, ça vous dit pas grand-chose. C'est au sud de Londres. Highclere, c'est là où a été tourné Downton Abbey. Donc, Downton Abbey, c'est la célèbre série anglaise. 11 millions de fidèles à Londres. 1,5 million en France. Ça se visite, le jardin? Ça se visite. Le jardin se visite, le château se visite, si vous voulez, et pour les fans de Downton Abbey. Bien sûr. Magnifique. Voilà, on reconnaît le château de Downton Abbey. Et l'intérieur se visite. Et dans les pièces, c'est exactement les mêmes décors que Downton Abbey. On n'a rien changé. La comtesse ne voulait pas qu'on bouge tout. Donc, en fait, c'est les mêmes décors. Alors, on part voir ce château et surtout les jardins. Oui, bien sûr. Bienvenue au château de Highclere dans le sud de l'Angleterre. Un lieu atypique qui a servi de décor pour de nombreux films, dont la célèbre série de Downton Abbey. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le parc de 405 hectares qui l'entoure. Un parc créé par un célèbre paysagiste, Capability Brown, l'équivalent de notre Le Nôtre à nous. C'est l'un des plus beaux bâtiments victoriens gothiques d'inspiration italienne de l'époque. Il y avait un parc médiéval au XIIIe siècle, et puis il a été utilisé pour l'agriculture, mais aussi pour le gibier comme les cerfs, les lapins, et pour se nourrir en général. Le parc de Highclere est probablement le plus important du sud de l'Angleterre. La transformation se fit par Capability Brown, célèbre paysagiste en 1770. La topographie ici est naturellement vallonnée, mais pourtant tout ce que vous voyez a été fabriqué par l'homme en se rapprochant le plus possible de la nature. C'était une volonté de se dégager de la formalité de Le Nôtre en suivant ce que l'environnement nous avait offert. Depuis, le parc est resté le même et nous avons toujours des moutons pour tondre l'herbe. Parfois, nous mettons en valeur des vues naturelles, comme avec les folies, les arbres, les allées et les lieux plus intimes. Dans ce jardin, vous trouvez un jardin secret de fleurs et d'herbacées.
multitude de scènes vous reconnectent au Typical Mixer Border, des ambiances différentes pour prendre un tas d'idées et les refaire chez soi. On commence par le jardin secret, un lieu drapé de blanc et de diverses tonalités de vert. C'est un hortensia grimpant de 20 ans d'âge qui nous ouvre le bal. Ce massif offre des vagues ininterrompues de fleurs blanches. On passe une grille et on tombe nez à nez avec une ambiance plus chaude, plus fleurie, plus touffue. Le jardin des moines ose la couleur avec les feuilles de chair. Le blanc se marie avec toutes les plantes. Elles sont aussi protégées des vents battants par des murs en briques qui captent aussi la chaleur de la journée. Avec mon mari, nous savons ce qui a marché l'année dernière et nous l'adaptons en s'inspirant parfois d'autres jardins que nous visitons et c'est un grand plaisir de le faire. Madame la comtesse vit dans son château? Exactement, elle vit dans son château. C'est grand, non là, Elle a beaucoup d'enfants, peut-être, non? Elle a des enfants, oui, tout à fait. Et ils vivent de leur passion, c'est-à-dire les bois, les animaux, etc. C'est une sorte de ferme géante. Et comment ils se sont offerts cette merveille? Ah bien, c'est son mari qui est comte et il a hérité, c'est une longue dynastie, parce que le château de Carnarvon date de l'âge de bronze, c'est-à-dire à l'âge de bronze, il y avait quelques traces de fondation et on a reconstruit par-dessus. Donc il date de vraiment une grande époque. Très bien. Et était quoi, lui, le comte Carnarvon? Le comte de Carnarvon. Il était quoi, il banquier? Banquier, et puis voilà, maintenant il fait... il fait voir à l'intérieur du château. En tout cas, ce sont des passionnés de jardin. Vous voulez pas retourner là-bas? Ah, j'aimerais bien. On va essayer de faire ça. Merci. À tout à l'heure. De football, après ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques et après la Coupe d'Europe. Bon, voilà, c'était leur rentrée, une rentrée réussie. On se souvient qu'ils ont été battus en finale de l'Euro, ces Français. Ils vont commencer leur campagne d'éliminatoire pour le Mondial 2018. Là, c'était face à l'Italie, match amical. Et ça s'est très bien passé, William. On regarde ce qui s'est passé, c'était en Italie, justement. Et une bonne blague, Bari réussi pour les Français, parce que c'est un match qui se joue à Bari, dans les Pouilles. Anthony Martial ouvre le score pour son premier but en bleu. Il ne laisse aucune chance à Buffon. Les Italiens réagissent et Pelé prend Mandanda à contre-pied. Avant la demi-heure de jeu, la France repasse devant. Giroud surprend le gardien italien. Donc ça fait 2-1 à la mi-temps. Puis 3-1, ce sera le score final parce que Paul Pogba a offert le troisième but, ce tricolore à Kurzawa. Et mardi, la France entame son parcours qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Ce sera en Biélorussie. Voilà pour la France. Encore un petit peu de foot avec les champions d'Europe en titre portugais qui ont écrasé Gibraltar 5-0. Nani a inscrit les 2 premiers buts et si il change de sport, il pourra se reconvertir dans la gym. Et un autre doublé, celui de David Silva pour l'Espagne qui a battu la Belgique 2-0. Donc les 2 buts pour David Silva. Voilà pour le football ce matin. Bon, à part ça. Du tennis, Flushing Meadows, donc l'US Open. Il y avait des Français sur les cours. On va commencer par les Françaises. Il n'en reste plus qu'une. Elles étaient 2. Il y en a une qui a perdu, une qui a gagné. On commence par celle qui a gagné. C'est Caroline Garcia qui s'est vengée. La 33e mondiale passe le 2e tour en dominant la Tchèque Siniakova qui l'avait éliminée au même niveau à Wimbledon. C'est la première fois que Garcia subit son 16e de finale ici. Le score 4-6, 6-4, 6-4. Kristina Mladenovic, elle s'est bien battue, mais a plié face à la Russe Pavlyuchenkova, 18e mondiale. La Française, elle est 37e. Long match de plus de 3 heures. Il y a en plus une grosse interruption à cause de la pluie. Défaite 6-2, 4-6, 7-6. Je préfère la pluie de Garcia au milieu des deux jeunes. Je préfère le dire. Voilà, c'est moins joli. On va parler des garçons. Duel 100% français entre Nicolas Mahut et Paul-Henri Mathieu. Hiérarchie respectée. Mahut, lui, est 42e du classement. Il a dominé son compatriote qui est 28 rangs derrière. Le score 6-4, 6-4, 6-2. Les 2 garçons se rencontrés pour la 4e fois et sont à égalité. 2 victoires chacun. Et Gilles Simon et Jérémy Chardieu ont été éliminés. Une petite bise, voilà. C'est entre copains. C'est l'équipe de France. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du hockey, parce que vous savez que les Jeux Olympiques d'hiver sont dans 2 ans, ça se passera en Corée du Sud, et les Français, hockeyeurs français, débutent leur tournoi de qualification. Ça se passe à Oslo, et ça commence par une autre victoire face aux Italiens. Les hockeyeurs tricolores ont battu les Italiens, ils ont dû s'employer pour le faire parce qu'il y a eu des prolongations, victoire 2-1, et prochain match face au Kazakhstan, ce sera aujourd'hui. De l'athlétisme à Zurich et Renaud Lavillenie a battu le Brésilien Thiago Braz qui l'avait privé d'un 2e titre olympique à Rio. Lavillenie hier soir a sauté à 5,90 m et il gagne à égalité avec l'Américain Sam
Kendricks. Oui. C'est lui, Stan Kendricks. C'est le premier tour de l'Omega Open Masters à Crans-Montana en Suisse. 2 golfeurs français sont en tête avec Michael Lorenzo Vera, que vous voyez au fond de l'écran, et Grégory Avray. Ils ont rendu une carte de 66, soit 6 coups sous le par. Voilà ici Grégory Avray. Et Julien Canuy est 5e à un coup des leaders, donc le golf français en forme. Et pour terminer, William, je voulais souhaiter un bon voyage à l'équipe de France en e-sport. La délégation tricolore a décollé hier soir pour Rio. Les 15e Jeux paralympiques débutent mercredi au Brésil et se dérouleront jusqu'au 18 septembre. 126 athlètes tricolores que l'on suivra bien sûr sur France Télévisions et dans Télématin. On fera un point et on espère beaucoup de médailles. Voilà. C'est bien le t-shirt du monsieur. Il est supporter officiel. Supporter officiel. Voilà. Merci beaucoup. Faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser. Oui. Bonne idée ça, il est né à Nice. Dick Rivers, mais il ne s'agit pas de lui ce matin. Il s'agit de quelqu'un qui travaille depuis quoi, une cinquantaine d'années? Ah oui, oh, oui. Hein. Facile. Ernest Pignon, Ernest. Génial déjà, rien que le nom est génial. Et l'artiste aussi, c'est un des premiers artistes de street art, en fait, finalement, qui travaille dans la rue. Il travaille dans la rue depuis les années 60 et il travaille partout dans le monde. Alors, sa technique est simple. Il peint, il dessine dans son atelier et il va coller in situ, la nuit. La nuit pour pas se faire repérer, pour pas se faire interdire. Et il intègre totalement le dessin au paysage. Donc parfois, ce sont des lieux qui lui inspirent le dessin ou des événements il va se retrouver le décor en question et peindre dessus. Ça se passe où, la rétrospective? Ça se passe au MAMAC à Nice, parce qu'il est du coin. Alors, c'est une rétrospective de son vivant. Le MAMAC, c'est le musée d'art contemporain de Nice. Et ça se passe aussi à l'abbatiale de Saint-Pons, qui est une petite église sur les hauteurs de Nice abandonnée, qui va d'ailleurs être restaurée, puisque c'est quelqu'un qui intervient aussi in situ. Donc lui, son œuvre, c'est pas dans un musée. Il ne peint pas des œuvres pour le musée. Ce sont des photos que vous allez voir. Ce sont des photos de ce qu'il a fait. Pourquoi ça se passe à Nice? Parce qu'il est du coin. Simplement, c'est sa région, c'est sa ville. Il est né à Nice. Ah, oui, et voilà. Donc c'est pour ça que cette rétrospective a lieu là-bas. On l'a rencontré pour l'occasion et vous allez voir en plus un artiste très généreux qui parle très bien de son œuvre. Regardez. Mes œuvres, ce ne sont pas les dessins eux-mêmes, c'est ce que vont provoquer les dessins dans les lieux. J'appréhende les lieux en prenant en compte leur qualité plastique, c'est-à-dire que je viens vraiment comme un peintre ou comme un sculpteur. Je prends en compte la lumière, la texture des murs, l'espace, si vous voulez. Mais en même temps, je travaille beaucoup sur la mémoire des lieux. Mon travail consiste à réinscrire l'histoire humaine dans les lieux. Quelquefois, ça paraît engagé parce que je parle effectivement d'événements qui touchent à la vie des hommes, quoi, bien entendu. C'est le rôle de l'art, hein, non? Si vous mettez des dessins uniquement dans un musée, dans un cadre sur un mur blanc, on se débrouille toujours pour que le dessin ait un certain équilibre. Inscrire des dessins dans la rue, avec tout le foisonnement plastique de la rue, il faut que le dessin soit très travaillé, très étayé, architecturé. Sinon, ça ne tient pas le coup. Donc c'est cette pratique de mettre les images dans la rue qui m'a obligé à travailler le dessin. Je charge de sens, de références historiques, symboliques et tout ça. Et du coup, ça exige à le travailler beaucoup, quoi. Dans les années 70, il y a très longtemps, j'ai fait un parcours. J'ai fait une image d'Arthur Rimbaud que j'ai collée sur les routes depuis Charleville jusqu'à Paris. Comme ça, le marcheur, vous savez, l'homme aux semelles devant. Et je me suis rendu compte que ce qu'il y avait de plus rimbaldien dans mon projet, c'était que mes images allaient être fulgurantes, allaient disparaître. La fragilité, le fait que l'image va disparaître, compte autant que le dessin lui-même. Mes images, elles sont dessinées en général grandeur nature et je travaille la rencontre dans la rue, comme une chose presque sensuelle, un face à face. Vous voyez, une présence qui doit permettre à l'image de s'inscrire de façon physique dans le lieu. Parallèlement à l'exposition ici au musée, il y a simultanément une exposition où alors là il y a une œuvre réelle, vraiment une œuvre in situ dans l'église de Saint-Pons de l'Abbatiale. Le travail que j'ai fait est nourri de la lecture
Moi, je dois beaucoup plus aux poètes qu'aux peintres. De la lecture des textes des grandes mystiques chrétiennes. J'ai abordé leurs textes comme des poèmes de grand lyrisme dans lesquels elles engagent leur corps complètement. On partage la ville, c'est-à-dire qu'on partage de l'espace, du temps, de l'histoire et du symbolique. C'est pour ça que mes images, en général, fonctionnent assez bien, parce que je parle de ce que nous avons en commun avec les autres. C'est ce qui fait notre humanité, notre histoire, quoi. Quel immense dessinateur, lui. Quel immense artiste. Immense artiste. Il n'a rien à envier à des Caravages de la Renaissance italienne. À tel point, d'ailleurs, que lorsqu'en Italie, ils ont quand même un petit peu la culture de ce genre de graphisme, quand ils collent dans la rue, les gens n'enlèvent pas ces œuvres parce que c'est beau. Parce que c'est beau. Et il y en a même qui tiennent avec le temps quand c'est un petit peu abrité, même si c'est du papier. Et après, ça reste dans le temps. Ils essayent de l'acheter pour le garder. Pour parce le que garder éventuellement pour eux. Donc, bizarrement, on respecte son œuvre, effectivement, qui n'est pas dégradée. Donc, Ernest Pignon-Ernest est à découvrir au Mama Canis et à l'abbatiale Saint-Pons jusqu'au 8 janvier. Vous avez le temps. Merci. Mais c'est à voir. Beaucoup. Alors, il y a 10 jours, vous vous en souvenez peut-être, la terre tremblait dans les montagnes italiennes. Toute une région a été sévèrement endommagée. Les travaux de reconstruction, ils ont fait l'évaluation, ça prendra des années. Alors, face à la détresse, vous l'imaginez, de milliers de sinistrés, il y a de nombreuses initiatives de solidarité qui ont été lancées. Alors, la plus originale, peut-être, pourrait s'appeler manger des pâtes pour sauver des vies. Mais concrètement, ça ressemble à quoi? Et François va vous expliquer ça. Bonjour. Oui, bonjour William. Eh bien, vous avez raison, c'est exactement ça. Manger des pâtes pour aider les sinistrés de cette région. Il se trouve que la ville qui est la plus touchée, c'est Amatrice. Et à Amatrice, eh bien, il y a un plat de pâtes qui est très connu dans toute l'Italie. Eh bien, ce sont les pâtes alla matriciana, donc du nom de cette ville. Ce sont des pâtes à base de porc, de sauce tomate et de fromage de chèvre. Eh bien, figurez-vous, quelqu'un a eu l'idée, eh bien, de faire en sorte que chaque fois que l'on mange un plat de pâtes à la matriciana, en Italie, mais également à l'étranger, je sais que ça se fait par exemple en Belgique et au Royaume-Uni, eh bien 2 € vont aider les sinistrés par le biais de la Croix-Rouge italienne. Et cette initiative a énormément de succès, William. Regardez ce reportage réalisé à Rome par Alban Micosi et Florence Crimon. À première vue, c'est la cuisine d'un restaurant. Mais en vérité, c'est aussi une belle leçon d'humanité, de solidarité que donnent les cuisiniers italiens. Pour ce plat typique, il faut une sauce avec de la joue de porc, du fromage pecorino, des tomates et un peu de piment. Des pâtes amatriciana, textuellement à la façon d'Amatrice. Amatrice, c'est la petite ville du centre de l'Italie, si durement frappée par le tremblement de terre le 24 août dernier et aujourd'hui entièrement à reconstruire. La reconstruction, c'est tout l'objet de cette initiative. Celui qui commande un plat d'amatriciana donne en pratique 2 €. Un, c'est nous qui le mettons. L'autre est prélevé sur l'addition du client et on le met dans cette tirelire. Et dans les restaurants participants, la même observation. Les clients sont volontiers solidaires. C'est fondamental la solidarité dans ces moments-là pour les habitants qui ont tout perdu avec le tremblement de terre. Apporter de l'humanité, c'est ce que je veux faire. Je pense que c'est une merveilleuse idée. Multiplié par des centaines de restaurants à Rome, partout en Italie et même à Nice ou à Marseille, l'opération improvisée va rapporter des centaines de milliers d'euros à la Croix-Rouge italienne. Chez Dino et Tony, à Rome, on s'est porté immédiatement volontaire et pour cause. Au fond de la petite salle, les parents des restaurateurs parlent peu, mais leur regard en dit beaucoup. La nuit du séisme, ils étaient au village et c'est sous leur maison effondrée qu'ils ont été retrouvés, vivants et toujours amoureux. Et comme les Italiens mangent des pâtes quasiment à chaque repas, ça va en faire des euros. Je suppose, François, qu'il y a d'autres opérations de solidarité?
Absolument, William, il y en a beaucoup. En fait, c'est même difficile de choisir, tellement il y en a. J'en ai choisi 2. Figurez-vous qu'il y a demain, ici, un match de football entre l'AS Roma, donc évidemment l'une des équipes de Rome, et puis l'équipe de San Lorenzo. L'équipe de San Lorenzo, c'est une équipe argentine. C'est l'équipe que soutient le pape François. Eh bien, ce match, les bénéfices de ce match, c'est un match de gala, iront intégralement à la région sinistrée. Puis il y a aussi une autre initiative qui a lieu également ce week-end, c'est dimanche. Les guides de Rome vont faire visiter la Rome antique de façon gratuite pour les guides. Tous les bénéfices des visites à Rome ce dimanche seront reversés, là encore, à la région du sinistre. Chaque jour son titre principal. Hier c'était la rentrée et aujourd'hui. Oui, hier on ne titrait que sur la rentrée et aujourd'hui, eh bien, chacun revient à ses occupations favorites. Les Échos nous expliquent que c'est le moment ou jamais d'acheter un appart. Le Figaro s'alarme de ce que les reconduites à la frontière aient diminué de 20% en 6 mois. La Croix, quotidien spécialisé dans l'amour du prochain, revient sur l'œuvre de Mère Teresa qui sera canonisée après-demain à Rome. C'est un peu le prix Nobel de l'amour, cette canonisation, parce qu'elle avait déjà eu le prix Nobel de la paix en 1979. Et l'équipe est tout sourire au diapason des Bleus qui ont battu l'Italie 3-1 hier. Il faudra faire au moins la même chose mardi prochain en Biélorussie. Mais moi, je vais jouer les prolongations de la rentrée avec un reportage étonnant, pour ne pas dire inquiétant, sur le système éducatif de la Corée. Alors on parle là de la Corée du Sud, parce que la Corée du Nord est assez fermée. Vous lirez ça dans le nouveau l'Obs. Le système coréen est parmi les plus performants du monde. C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude PISA que publie tous les ans l'OCDE. Il est souvent premier dans pas mal de catégories, alors que la France et les États-Unis, par exemple, naviguent au-delà de la 20e place. Mais à quel prix obtient-on ce type de résultat ? Eh bien, au prix de 60 heures de cours par semaine, au prix aussi de certaines humiliations, puisque dans certains lycées en Corée, vous lirez dans l'Obs que les classements des élèves sont carrément inscrits sur leur bureau en classe. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils s'installent, et puis devant eux, ils ont t'es premier, t'es deuxième, t'es troisième, et tu peux être aussi dernier. Alors, après les cours, à 15 heures, que se passe-t-il en Corée ? Eh bien, on va à l'école. Enfin, on retourne à l'école. C'est-à-dire qu'il y a des cours privés après les cours de l'école classique. On appelle ça les Hagwon. H-A-G-W-O-N. Et il y a partout des pubs dans la rue à Séoul avec des slogans qui sont un peu limites, du style « Faites-les travailler jusqu'à l'épuisement ». Alors, Séoul a même tenté de réglementer ces fameux Hagwon en interdisant de faire cours après 22 heures. Il y a des patrouilles qui vérifient le respect du couvre-feu, mais tout le monde triche, nous explique l'Obs dans ce reportage. Tout le monde, ce sont les parents. Oui, les parents, et puis ceux qui donnent les cours également. On tire les rideaux et puis on ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Alors, il y a certains Coréens qui veulent échapper à ce type d'aliénation, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs enfants dans des lycées étrangers, au lycée Xavier, qui est le lycée français par exemple. Mais dans ce lycée, on explique qu'on se garde d'envoyer les manuels de cours avant la rentrée, parce que sinon, que feraient les parents ? Eh bien, ils photocopieraient tout et ils feraient travailler en avance leurs enfants. Voilà, même ceux qui veulent échapper au système. Il faut travailler avant, puis après il y a pendant, puis après on recommence. Et après on recommence. Et il y a des conséquences sur la santé de ces enfants, on sait ça ? C'est un des pays où il y a le plus fort taux de suicide des jeunes. Ah, c'est ça. Oui. C'est en tout cas ce qui est mentionné dans l'Obs. Alors, qui dit rentrée dit aussi parfois, hélas, échec scolaire. Et c'est sur cette question que s'est penché le magazine Science et Vie pour souligner l'injustice faite aux garçons. Les chiffres sont imparables. Les garçons échouent davantage que les filles à l'école. Alors d'abord, les faits. En 2014, 85% des filles sont bachelières contre 71% des garçons. Les garçons redoublent plus souvent. En 6e, 12% des garçons ont au moins 1 an de retard, alors que c'est le cas pour 9% des filles. Le décrochage touche plus facilement les garçons. Si on prend ceux qui abandonnent en cours d'année, on trouve 57% de garçons et 42% de filles. Toutes les explications et les raisons sont données dans Science et Vie. Ils sont évidemment, entre autres choses, plus indisciplinés. Merci Patrice, à plus tard. Alors c'est une épidémie cachée, disent certains. D'abord, définition de la maladie de Lyme.
Alors, la maladie de Lyme, c'est une maladie, une infection qui est transmise par des tiques, des petites bestioles de la famille des acariens, qui sont surtout présentes dans les bois et les forêts. Oui. Mais toutes les personnes qui vont être piquées ou mordues par une tique ne vont pas développer une maladie de Lyme. Il faut pour cela que la tique soit elle-même infectée par une bactérie, la Borrelia. Le problème, c'est que de plus en plus de tiques sont infectées. Au début des... je crois même en 2009, on comptabilisait à peu près 20% de tiques infectées. Aujourd'hui, c'est plutôt 60% de tiques qui ont été infectées par la bactérie. Et du coup, le nombre de malades explose. Il y a de plus en plus de personnes en France atteintes de cette maladie. Donc en 2003, à peu près, il y avait 10 000 nouveaux cas par an. Aujourd'hui, on comptabilise plutôt 27 000 nouveaux cas par an. Et on pense, d'ailleurs, les spécialistes de cette maladie pensent que c'est complètement sous-évalué, ce nombre de malades. Il y en aurait en fait beaucoup plus. Et le problème, c'est effectivement, vous l'avez dit, on parle d'une épidémie cachée actuellement. Il y a eu comme une sorte de déni face à cette maladie, parce que, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas énormément de... Ah oui, la petite tique, là, en gros plan, ça fait un petit peu peur. Non, mais... Peut-être pas au petit déjeuner, on verra ça plus tard. Voilà. Pourquoi alors certains médecins qui sont impliqués dans cette problématique et les patients aussi sont en colère? Parce que d'abord les patients vont mettre énormément de temps à avoir un diagnostic. La plupart des médecins n'ont pas été formés à l'université à cette maladie. Est identifiée maintenant. Alors maintenant on commence à en parler, mais depuis quelques semaines, quelques mois, puisqu'il y a des médecins qui ont signé un manifeste au mois de juillet et qui ont interpellé les autorités de santé. Et les patients, donc, comme ils ne sont pas diagnostiqués, ils ont des symptômes et ils vont parfois vivre un enfer avant qu'on leur dise exactement ce qu'ils ont. Et je vous propose de découvrir effectivement ce que peut vivre un patient dans ce reportage. Il y a 17 ans, j'étais cadre supérieur dans une multinationale. J'étais très sportive, trekking, voile. Brutalement, une cinquantaine de symptômes sont venus bouleverser et j'ai envie de dire même briser ma vie. Il y a un sommeil non réparateur, un épuisement indescriptible. Par exemple, manger, parler, respirer est un effort. Un état grippal permanent, des douleurs musculaires, articulaires, osseuses, des problèmes de concentration, de mémoire. Et je suis devenue une loque posée sur mon lit, aussi bien physiquement mais même intellectuellement. L'idéal, c'est de faire le diagnostic au stade initial de la maladie, quand il existe ce qu'on appelle un érythème migrant, qui est une petite plaque rouge qui apparaît sur la peau, à l'endroit où on a été piqué par une tique, et qui grossit progressivement en plusieurs semaines. Là, on n'a besoin d'aucun examen. On sait que c'est une maladie de Lyme. Quand le patient n'a pas eu d'érythème migrant, ou ne l'a pas vu parce qu'il était dans le dos ou trop petit, là, c'est beaucoup plus difficile cliniquement de faire le diagnostic parce que les symptômes ressemblent à des tas d'autres maladies. Fibromyalgie, syndrome douloureux chronique. Il a fallu plus de 4 longues années et demie pour que l'on puisse me diagnostiquer cette maladie de Lyme. C'était un pur cauchemar. À naviguer d'un médecin à l'autre, d'un professeur à l'autre. J'étais étiquetée de malade imaginaire. Et je repartais très souvent avec une ordonnance d'antidépresseurs. Alors que je savais que la seule chose au moins qui tenait bon, c'était mon mental. Quand le diagnostic de la maladie de Lyme est posé, au stade précoce, la maladie peut guérir avec un traitement antibiotique bien conduit. En revanche, la guérison est plus difficile à obtenir quand il s'agit de formes tardives, articulaires ou neurologiques. Des guérisons existent, bien sûr, elles peuvent être obtenues, mais le risque de rechute à long terme est plus important. J'ai eu envie d'écrire pour essayer de transmettre des informations que j'ai pu trouver quand j'ai décidé de mener l'enquête moi-même. Même si je suis toujours pas guérie, mais voilà, d'aider, de partager ces informations que j'ai pu trouver. Et
Et quelle est l'attitude des pouvoirs publics face à cette épidémie cachée dont on n'ose pas parler? Est-ce que ça suffit, le manifeste des médecins, ou il faut faire encore plus? Alors, le ministère de la Santé doit normalement, d'ici la fin du mois, annoncer un plan de lutte contre la maladie de Lyme et aussi une campagne d'information. Par exemple, expliquer aux gens qui vont faire de la randonnée, qui vont se promener dans les bois, par exemple, mettez des manches longues, couvrez-vous bien, manches longues, pantalons, quand vous allez faire de la randonnée, parce que ça, évidemment, ça évite d'être piqué sur la peau par les tiques. Voilà, c'est un petit moyen de prévention, mais il faut parler de cette maladie, il faut que les gens connaissent ce problème, et puis bon, beaucoup d'autres informations à donner aussi. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille évidemment le livre de Sophie Benaroche que vous avez découvert dans ce reportage, À la recherche de ma santé perdue, et puis d'autres livres aussi que vous pourrez découvrir sur notre site internet, parce qu'il y a énormément de livres qui ont été écrits ces derniers mois sur la maladie de Lyme. En effet, bonjour à tous, bonjour à vous, Jean-Marc Ayrault. Bonjour. La France, on l'a entendu, exprime son inquiétude face à la situation au Gabon. Elle demande retenue et apaisement. On entend les précautions diplomatiques, mais est-ce que c'est suffisant face à une situation donc, qui s'aggrave d'heure en heure? La communauté internationale, comme la France, est inquiète. Cette nuit, le Conseil de sécurité a approuvé à l'unanimité un appel au calme. Vous savez qu'il y a une contestation du résultat des élections. Et la seule façon pour vérifier les résultats, c'est d'abord qu'il y ait une publication des résultats bureau par bureau. Ce n'est pas fait jusqu'à présent, c'est ce que nous demandons avec le Conseil de sécurité. Et puis en même temps, s'il y a des recours, il faut qu'ils puissent être examinés dans le cadre légal, mais vraiment examinés. Et puis nous appelons évidemment au calme, parce qu'il y a eu des manifestations, il y a une répression, il y a une espèce d'engrenage qui peut être très, très grave avec des morts, des blessés. Monsieur Ayrault, le pouvoir gabonais a déjà donné une fin de non-recevoir à cette demande de recomptage ou de publication des résultats bureau par bureau. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple, puisque vous doutez de la sincérité du résultat, d'organiser de nouvelles élections au Gabon? Écoutez, nous n'en sommes pas là, puisqu'il y a une constitution, il y a des lois. Est-ce que vous croyez à la sincérité de ce vote? Est-ce que vous croyez à la victoire d'Ali Bongo? La France ne prend pas parti pour tel ou tel candidat. La France respecte l'indépendance du Gabon, bien entendu, mais on sait qu'il y a une contestation. Si il n'y a pas la possibilité d'examiner par ce qu'on appelle les voies légales, les procédures légales, ces recours, alors il y aura un problème extrêmement grave. Donc nous souhaitons que la voie constitutionnelle soit respectée. Puis en même temps, il faut tout faire pour éviter l'engrenage de la violence avec des morts et des blessés. Il y a déjà des destructions. Vous savez qu'il y a quand même 14 000 Français qui vivent. Quelles sont les informations dont vous disposez sur leur sort aujourd'hui? Je crois qu'ils sont dans une situation qui n'est pas dangereuse pour eux. Simplement, nous avons recommandé à nos ressortissants de rester à leur domicile, de rester confinés à leur domicile. Et quant à ceux qui ne sont pas encore rentrés au Gabon, la rentrée scolaire a été retardée d'une semaine, elle devait démarrer le 5. Nous leur conseillons d'appeler le ministère des Affaires étrangères, où nous avons mis en place une cellule de crise pour répondre à toutes leurs questions. Est-ce précisément parce que la France a des ressortissants, 14 000, vous le rappeliez, sur place, qu'on observe cette prudence? Est-ce aussi parce qu'il y a des liens étroits depuis des décennies entre la famille Bongo et les présidents français? On se souvient d'Omar Bongo, d'Ali Bongo aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un malaise quand même de l'ancienne puissance coloniale face à ce qui se passe là-bas? Je crois que cette période est derrière nous. Nous souhaitons que l'Afrique réussisse son développement, et le fasse dans le respect du droit, des droits de l'homme, et qu'elle le fasse aussi dans l'indépendance. Donc nous sommes des partenaires de l'Afrique, mais nous ne voulons en aucun cas nous ingérer dans les affaires intérieures des pays. Ce serait irrespectueux pour les Africains. Ils ne nous le demandent pas. Simplement, que lorsqu'ils s'expriment, ils nous demandent de dire le droit, de rappeler les principes. Et c'est ce que nous faisons. Je crois que c'est très important qu'on sache quelle est la ligne de la France. Elle est claire. On passe au sujet européen. Jean-Marc Ayrault, vous allez partir dans les prochaines heures pour Bratislava, pour préparer le sommet du 16 septembre, qui va être un peu le sommet de l'après-Brexit, comment l'Europe peut rebondir. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, qui disait hier que finalement, la Grande-Bretagne pourrait, au bout du compte, rester dans l'UE? C'est irréaliste? Je ne sais pas, on a même dit qu'il souhaitait un deuxième vote. Si les électeurs ont mal voté, on va leur demander de revoter. Non, je pense qu'il faut être sérieux. Le peuple britannique s'est prononcé, il a souhaité le Brexit, c'est pas ce que nous souhaitions avec les autres Européens, mais c'est une décision qui a été prise et doit être respectée. C'est irrémédiable, vous le redites aujourd'hui? Ce que nous avons à construire, c'est une relation nouvelle entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Tout ça, ça se passe par une négociation très claire, il faudrait qu'elle démarre vite. Et j'ai le sentiment que c'est la difficulté, car le gouvernement britannique n'est pas si préparé qu'on l'imaginait, et en tout cas, il donne l'impression d'être parfois divisé. Je serai à Londres la semaine prochaine,
pour parler de la Syrie, mais j'aurai l'occasion d'un entretien bilatéral avec Boris Johnson, j'aborderai cette question. Il y a les relations avec la Grande-Bretagne, il y a les relations avec les États-Unis. La France et l'Allemagne ne semblent pas d'accord. Angela Merkel et François Hollande vont se rencontrer aujourd'hui à Évian sur l'accord TAFTA. La France ne le veut plus, cet accord de libre-échange. L'Allemagne souhaite, semble y croire encore. Qui va l'emporter dans ce bras de fer ? Il n'y a pas de bras de fer entre la France et l'Allemagne. Vous savez, aussi bien dans la société allemande que dans la société française, on s'inquiète des conditions dans lesquelles cette négociation a lieu entre l'Europe. Mais la France n'en veut plus de ce traité. L'Allemagne, la France ne dit pas ça. La France dit qu'aujourd'hui, tel que les négociations ont été conduites, le compte n'y est pas, il est déséquilibré. Il y a un bon accord qui a été négocié et qui a été signé, c'est celui entre l'Europe et le Canada. Faisons référence à cette expérience-là, elle est bonne. Mais aujourd'hui, avec les États-Unis, le compte n'y est pas. Donc le président de la République a dit que ceux qui pensaient qu'on allait, dans la précipitation, signer un accord avant l'élection américaine se trompaient. Donc la négociation va se poursuivre dans la clarté, parce que s'il n'y a pas d'équilibre, s'il n'y a pas de respect, je dirais, des normes européennes, s'il n'y a pas de respect de l'exception culturelle, s'il n'y a pas le respect des marchés publics, s'il n'y a pas une réciprocité, alors il ne peut pas y avoir d'accord. Mais je pense que, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas sur ce point qu'il y a des accords avec l'Allemagne. C'est sur quel point alors ? C'est l'impression qui est donnée que la France serait contre des accords de libre-échange. La France n'est pas contre. La France simplement met des conditions. Et je pense que sur ce terrain-là, nous pouvons nous entendre avec les Allemands. Alors, Jean-Marc Ayrault, vous êtes le chef de la diplomatie française, mais tout le monde sait que vous êtes aussi un ami, un proche de François Hollande. Comment va-t-il après cette semaine difficile ? Est-ce qu'il se sent trahi avec méthode, comme on a pu le lire par le départ d'Emmanuel Macron ? Je n'ai pas eu cette impression-là. Je pense que s'il y a quelque chose que je retiens, comme ministre des Affaires étrangères, donc je vois François Hollande en permanence, c'est qu'il est concentré sur sa mission de président de la République. Qu'il n'est pas déçu ou qu'il n'est pas ému par ce qui s'est passé quand même avec Emmanuel Macron. La vie politique est difficile, la vie politique est dure, mais quand on est à un poste, c'est mon cas, on se consacre à sa mission. Là, j'ai réuni cette semaine les ambassadeurs qui représentent la France dans le monde, et le président de la République, il fait quoi ? Il va à Évian aujourd'hui pour parler avec la chancelière allemande devant les responsables économiques. Ensuite, il va au G20. Ensuite, il va à Athènes pour une réunion de l'Europe du Sud. Et ensuite, il se présente à l'élection présidentielle, malgré le contexte que l'on connaît. Sur ce point, vous savez bien que, alors, si vous voulez, j'attends avec une certaine impatience sa décision, mais il a dit lui-même qu'il se prononcerait au mois de décembre. Et respectons son rythme et en même temps saluons le fait qu'il se consacre entièrement à sa mission, c'est-à-dire de servir la France. Et je pense qu'il y a de quoi faire. On vous a entendu alors. Merci beaucoup Jean-Marc Ayrault. Très bonne journée. C'est à vous William. Merci messieurs. C'est joli, c'est jaune, c'est bien. Ah, il est bloqué, la machine est bloquée, d'accord. L'Islande, c'est jaune, non, c'est un peu gris. Hein. Ça avait mauvaise réputation à une époque, l'Islande. Il fait froid là-bas, c'est pelé. Ah, il fait pas froid en plus parce qu'on est sur le Gulf Stream, et les températures baissent pas tant que ça justement voilà, en hiver. Une des bonnes raisons pour aller là-bas, c'est devenu un peu à la mode. C'est à la mode. Alors c'est vrai que c'est pas là-bas qu'on va se mettre sur un transat et profiter du soleil. Le temps est parfois un petit peu brumeux, c'est vrai, mais on se ressource beaucoup en énergie. Voilà, si vous êtes un peu à cran, il faut aller là-bas parce que c'est une terre qui est vivante et on ressent ça. C'est la terre la plus jeune de la planète, 20 millions d'années. J'y suis allée moi le 21 juin pour tourner ce reportage et il y a beaucoup de lumière à ce moment-là. Et c'est vrai que la lumière, le jour tombe quasiment pas et ça donne de l'énergie. Et il y a une troisième chose qui est importante, c'est que l'Islande connaît la plus faible densité de population d'Europe. Donc il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, on est tranquille. Et ça fait du bien. Voilà, on peut marcher, on peut visiter. Je propose d'aller voir. Voilà. À quoi ça ressemble ? L'Islande, vivante, sauvage, c'est la Terre la plus jeune du monde. Elle a seulement 20 millions d'années, la planète en compte 4,5 milliards. Avec ses 103 000 km² de superficie, le pays est à peine plus petit que l'Angleterre, mais il compte seulement 300 000 habitants, soit la population nantaise. Sa capitale, Reykjavik, regroupe d'ailleurs 2/3 des Islandais. Reykjavik est avant tout un port, la ville accueille les nombreux cargos chargés de toutes les denrées que l'île ne produit pas. C'est aussi une capitale dynamique, où la culture et l'art contemporain ont su s'imposer. Mais pour ce voyage, nous quittons le confort de la jolie Reykjavik à la découverte d'une terre en pleine évolution. L'Islande se trouve sur la grande faille entre la plaque tectonique européenne et puis la plaque tectonique américaine. Et les deux plaques dérivent, ils s'éloignent l'une de l'autre. On dit en moyenne 2 cm par an. Et alors la faille devient de plus en plus grande. Ce qui est important en Islande, je crois, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'eau chaude. Et ça, c'est grâce à ce volcanisme, grâce à ces forces qui sont au-dessous de la terre, qui donnent de l'eau chaude. Et l'eau sous la terre, parfois, jaillit.
Gésir, un des sites les plus connus d'Islande. Il a donné son nom au geyser du monde entier. Un phénomène d'une grande beauté, mais aussi d'une grande utilité. En effet, les stations géothermiques sont nombreuses sur l'île. Avec des forages parfois très profonds, elles vont puiser des vapeurs souterraines et utilisent leur énergie pour produire de l'eau chaude et de l'électricité. Voilà nos serres à tomates. Nous en faisons pousser chaque jour de l'année, même quand il y a des tempêtes de neige. Tout cela est possible grâce à notre geyser, qui se trouve à 200 mètres d'ici. Nous y récupérons la vapeur d'eau et nous l'acheminons jusqu'ici. Nous produisons 370 tonnes de tomates, ce qui représente 20% du marché islandais. Nous n'exportons rien, tout est réservé au marché local. Une ferme qui se visite, mais aussi et surtout, un restaurant où la tomate est reine. Déguster un plat de Jon devient un incontournable en Islande. « 10% des terres islandaises sont couvertes de glaciers. Il vous faudra y laisser une trace avant de vous perdre encore un peu plus loin dans le désert des Hautes-Terres, accessible seulement en été. À cette période, les journées sont longues, presque interminables, le soleil ne disparaît que 2 heures. Vous pourrez donc conclure ce marathon d'activité par un bain de minuit sous une lumière tamisée dans le plus célèbre des lagons, le lagon bleu. Le ciel est très grand, ça c'est vrai, parce que c'est une île, ça souffle beaucoup plus et comme ça aussi les nuages se bougent. Et c'est ça peut-être qui donne aussi la sensation que ça tourne, ça bouge, ça change de visage tout le temps. On peut marcher des jours et des jours et des jours et on ne rencontre personne. On a une sensation d'être libre quand on est en montagne ici parce qu'il y a, voilà, il y a rien. Pour bien comprendre, il faut rester quoi? Entre 4 jours et une semaine, déjà, on a un bon aperçu. Alors, pour y aller, je vous conseille de vous rapprocher du comptoir d'Islande. Ils vous font des voyages sur mesure très bien organisés, pas trop chers. Et ce qui est le bon plan, c'est la compagnie Islander. Pourquoi? Parce qu'ils font des vols sur l'Amérique du Nord et escale en Islande sans supplément. Donc, vous arrêtez, vous pouvez passer une semaine et voilà. Donc, vous avez toutes les informations, évidemment, sur Internet. Apéro dans le lagon, c'est bien ça. C'est top, hein, le lagon bleu. Ouais. Pieds nus sur la mousse elle fait 1 mètre d'épaisseur. Elle est épaisse comme ça et elle s'arrache par poignée tout facilement, puis on la remet comme au golf. Elle est où, Sylvie? Je la vois pas. Ah, la voilà, bonjour. Elle est là? Je disais que c'était votre salon favori. Vous êtes bien là-bas, hein? Ah, ben j'habite ici, de toute façon. Ouais, ça dure combien de temps? En fait, dans le monde de la déco... Oui, dans le monde de la déco, ça dure 5 jours. Alors, dans le monde de la déco, vous le savez, parce que je vous bassine avec ça, il y a 2 grands salons. Il y a le salon de Milan, et puis il y a le salon Maisons et Objets qui se trouve à Villepinte. Alors... quand même quelques chiffres qui vont vous donner le tournis. Il y a 3000 exposants, il y a 80 000 visiteurs de 143 nationalités, il y a 7 halls. Je ne vous cache pas qu'avec mon sens de l'orientation, je me perds à chaque fois. Mais bon, j'ai trouvé ici, je suis dans le hall 7 et je suis plus exactement dans l'espace d'inspiration. Qu'est-ce que c'est qu'un espace? Et l'espace d'inspiration, en fait... où on est inspiré par la déco. En fait, on voit vraiment, c'est une mise en scène. C'est-à-dire que c'est là où on va découvrir ce qui va faire la décoration de demain dans les magasins à Noël par exemple, et puis dans 6 mois. Cet espace, il est confié à un tendanceur. Là, c'est Vincent Grégoire. À chaque saison, ça change. En fait, il y a Elisabeth Le Riche, François Bernard, et là, c'est Vincent Grégoire. Vincent Grégoire, il est tendanceur. Donc, mais tendanceur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez voir, on l'a espionné dans son bureau. Regardez. Alors, expliquez-nous en quoi consiste ce métier de tendanceur. Alors, le métier de tendanceur consiste à anticiper les goûts des consommateurs, deviner ce qui va être à la mode demain, essayer de repérer les nouveaux talents, les nouvelles esthétiques.
Comment vous travaillez avec Maison et Objets? Pour le salon Maison et Objets, on a constitué une équipe de différents tendanceurs avec différentes personnalités. On se réunit, chacun amène des réflexions sur l'évolution des modes de vie, quels sont les nouveaux styles émergents, est-ce qu'il y a des nouvelles couleurs, et puis on débat, et puis au sortir de cette réunion, il y a souvent une idée forte qui se détache de tous nos échanges. En fait, une tendance, c'est toujours quelque chose qui nous dérange un peu au début, qui nous attire, qui nous oblige à nous poser des questions. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a flashé là-dessus, quoi. C'est à la fois de la sociologie, c'est à la fois de la créativité, puis c'est aussi un peu de marketing. Comment vous avez traité l'espace, là, justement, cette année? J'imagine qu'il y a une mise en scène, c'est important parce que les gens viennent voir, c'est un show. La scénographie s'appelle House of Games. Un peu en hommage aux séries télé, il y a un vrai besoin de jeu. C'est une théâtralité, ce sont aussi des textes qui expliquent la démarche avec des références sociétales. Finalement, il y a tellement d'écrans, il y a tellement de dématérialisation que vous vous êtes rendu compte que les gens avaient besoin de rethéâtraliser et re-être ensemble. On se rend compte en ce moment que les gens en ont un peu assez des écrans, de se sentir manipulés. C'est eux qui ont envie de jouer avec le système. Il leur reste que l'ironie, il leur reste que la fantaisie pour s'en sortir. Tout est quand même un peu flippant quand on met le nez dehors. Donc la notion de jeu est extrêmement importante. La maison, c'est un espace de liberté, c'est un espace où on peut encore faire ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de le faire, se lâcher. Il y a un vrai besoin de rompre avec les tendances minimalistes, gentilles de ces derniers temps, un peu nature, pour aller vers des choses plus baroques, plus précieuses, plus extravagantes, plus déjantées. Qu'on retrouve aussi dans les hôtels, les restaurants, des bars, des vidéoclips, des défilés de mode, de remettre de l'exceptionnel, de l'incroyable, du merveilleux, mais toujours avec la fantaisie, une espèce d'élégance fantaisiste. Concrètement, Sylvie, comment il a fait pour faire sa mise en scène ou sa mise en espace, je ne sais pas comment on dit? On dit mise en scène, William, on parle de scénographie. En fait, il a vraiment joué sur le jeu, puisque House of Games, donc la maison des jeux. Il a décliné ça en 3 espaces. Il y a d'abord ce premier espace, vous voyez vraiment au sol, c'est un jeu d'échecs. Les pièces d'échecs, eh bien, ce sont des pièces de designers ou de grands éditeurs. Voilà, il est allé vraiment chercher dans ce qui existe ou dans ce qui est à venir. Il a décliné ça aussi, vraiment, le jeu dans le papier peint, le jeu dans les carrelages, le jeu dans la vaisselle. Et ensuite, il y a un deuxième espace qui, là, est vraiment, qui défend l'esprit de Vincent Grégoire, de ce qui ressent de la décoration actuellement et de la tendance actuelle, qui est en fait retour au chargé, retour au baroque, retour à la décoration. Bah, vous voyez derrière moi, hein, là vraiment, il détourne, avec ces artistes qui détournent vraiment la peinture, des papiers peints très forts, des moquettes aussi avec des gros motifs. Et puis il y a une troisième salle qui là est autour de l'occulte, autour du gris-gris, autour de la protection, autour de la... Vous regardez le tableau derrière moi, c'est ça? Non, pas seulement. non, pas seulement. Là, le tableau, je trouve charmant. Vous disiez chargé, je suis d'accord. Hein. C'est vraiment chargé. Mais oui, voilà. Oui, chargé, c'est exactement ça. On a besoin de se cacouner dans sa maison, d'être en protection parce que le monde extérieur est difficile. Donc voilà, on théâtralise, c'est-à-dire pour pas avoir la même maison que tout le monde. Ça, c'est important. Ça, c'est sûr. Dites-moi, les pièces, là, elles sont en vente ou on va les retrouver dans, je sais pas, prochainement dans le magasin? Le banquier avec son porte-jartel, là, c'est intéressant. Oui, il va être dans les magasins, c'est-à-dire que c'est un mélange. À la fois, Vincent a chiné dans les magasins et puis à la fois, il a fait faire des pièces. Donc là, c'est un espace qui va inspirer beaucoup les architectes d'intérieur, qui va inspirer les acheteurs, notamment pour ce qu'ils vont mettre dans les boutiques à Noël. Ça, c'est important. C'est vraiment, ne l'oublions pas, un salon commercial. Je peux m'asseoir? Bah oui, je vous en prie. D'autant plus que c'est jusqu'au 6 septembre. Vous dormez là-bas ou je peux prévenir votre famille que vous rentrez bientôt? Non, je rentre pas parce que, regardez, je suis logée à l'œil.
Jeu de mots. Bravo, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Ah, c'est du boulot. Bisous, bisous. Bonne journée. Bonne journée. Alors peut-être, madame, monsieur, vous allez faire vos courses au week-end parce qu'en semaine, vous n'avez pas le temps. Donc le samedi, hop là, on y va au supermarché. Et vous allez voir, ça a un peu changé. Nous sommes, et Frédéric va vous l'expliquer, à une période charnière entre l'épicerie d'autrefois, l'hypermarché que vous connaissez. Et là, on aboutit à cette troisième période. Il va vous raconter ça par le détail, avec même des images comme à la télé. Exactement, parce qu'on est en train de finir un cycle, le cycle qui avait commencé dans les années 60. Jusqu'aux années 60, on fait les courses alimentaires essentiellement à l'épicerie du coin, donc un petit commerce. Et dans les années 60, arrive la grande distribution, le super et l'hypermarché s'installent en France. Regardez ce qu'on en dit à l'époque, je vous ai laissé les commentaires. On est en Bretagne en 71, et donc ils expliquent qu'est-ce qu'un hypermarché. Regardez. Leur accès facile, loin du centre de ces villes bretonnes aux rues pittoresques mais étroites, leur facilité de stationnement grâce à des parkings de plus en plus étendus. Enfin, tous comptent de plus en plus sur un service complet offert à la clientèle. L'hypermarché s'entoure de services et de commerces spécialisés, c'est la formule du centre commercial. L'impératif demeure, vendre beaucoup et vite, aussi l'hypermarché cherche-t-il à mettre le client en condition. Tel un insecte, le client a été minutieusement étudié. On sait ainsi qu'un client a toujours tendance à tourner de droite à gauche et presque jamais de gauche à droite. On en a tenu compte comme on a tenu compte de la vitesse moyenne d'un client poussant son caddie en calculant la longueur du rayon pour chaque marchandise. Voilà, ça c'est le modèle sur lequel on est encore aujourd'hui, mais qui arrive en fin de course. Depuis quelques années, il y a une baisse du chiffre d'affaires des hypermarchés, moins 3, parfois moins 7% dans certains établissements. Alors les marques, les chaînes de supermarchés essayent de s'adapter, puisque le grand hyper des années 60-70 est en train de stagner, où tous les publics, on essayait de concentrer tous les publics différents dans un même endroit. Eh bien désormais, on s'adapte à chaque public. D'abord, si vous habitez une grande ville, vous connaissez de plus en plus ceci. Vous avez remarqué la multiplication de ces petits supermarchés. Autrefois, on appelait ça des supérettes. Et c'était des marques qui n'étaient pas très connues. Mais les grandes marques se sont investies dans ce secteur-là. Vous avez Carrefour, Auchan, Casino qui s'y mettent. Et ils appellent ça les Carrefour City, les Auchan à 2 pas, les petits casinos, etc. Parce que la clientèle urbaine en a assez de devoir aller loin pour faire ses courses. Ils veulent quelque chose en bas de chez eux sans avoir à arpenter non plus les kilomètres de rayonnage des hyper. Mais en même temps, la ménagère ou le ménager veulent des prix presque aussi bas. Et c'est pour ça que les grandes marques, les grandes chaînes d'hypermarchés ont investi ce réseau avec des services aussi très urbains. Dans ces supérettes nouvelles, par exemple, vous avez la livraison à domicile qui de plus en plus souvent est gratuite. Et donc ça, au contraire, des hypermarchés, c'est en croissance, 3% à peu près, ce qui est vraiment pas mal de nos jours. Alors ça, c'est la première réponse de la grande distribution, la première adaptation. Mais il y a aussi un autre genre qui a dû évoluer, ce qu'on appelle les grands magasins. Eux, ils avaient commencé sous le Second Empire, dans les années 1860. Si vous avez lu Le Bonheur des Dames de Zola, regardez, on est en plein dedans, c'est exactement ça, pour ne parler que de Paris. Vous avez le Printemps qui se construit en 1865, le Bon Marché en 1869, la Samaritaine en 70, les Galeries Lafayette en 1894, etc. Seulement patatras, ça marche presque un siècle. Et puis, quand les hypermarchés arrivent, justement, dans les années 1960-70, les grands magasins traditionnels commencent à avoir des difficultés. Plusieurs même vont disparaître. Disparition de la Belle Jardinière, que vous voyez ici, des grands magasins du Louvre, puis aussi il y aura l'affaire de la Samaritaine, qui n'a toujours pas rouvert. Donc ceux qui ont survécu, puisqu'ils ne peuvent pas être moins chers, ils ne seront jamais moins chers que les hypermarchés, eh bien, ces grands magasins survivants essayent de changer de créneau et de se mettre sur le créneau du luxe pour attirer une clientèle plus riche, notamment les riches touristes étrangers, pour leur faire dépenser beaucoup d'argent. Là, vous voyez les Galeries Lafayette, mais il y a aussi le BHV, le bazar de l'Hôtel de Ville, qui essaye de faire ça. Avec d'ailleurs, il faut dire, des riverains qui parfois se plaignent un peu parce que ces boutiques de luxe remplacent des commerces qui étaient un petit peu plus abordables. En plus, ces boutiques restent un petit peu vides parce que c'est pas du tout la même clientèle. Là, c'est pas un petit peu. Hein. Oui, c'est-à-dire que là, il n'y a pas un chat où là, vous avez fait la photo le dimanche. Là, c'était avant l'inauguration. Non, mais c'est pas la même chose parce qu'on table sur 2 ou 3 riches clients plutôt que 500 dans la journée. Sûr, bien sûr. Donc voilà les évolutions. C'est-à-dire les grands magasins vont vers le luxe et puis les hypermarchés vers le petit. D'accord. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris. Vous vous souvenez, chef, ça? C'était la reprise du Grand Jacques. C'est bien ça, non? Oui.
Bon, alors c'était un panier fleuri avec encore des artistes. Alors ce sont des femmes, elles sont jeunes et elles sont jolies. Mais pourquoi toujours cette obsession? Je me fais taper sur Vous êtes fait soigner ou pas? Mais non, certainement pas. Non, j'entretiens. Parce que sur vos réseaux sociaux, après, ils se moquent de vous. Oui, après, alors c'est pas vrai. Parfois, je mets des très beaux garçons, d'ailleurs, ou même Laura ou Béatrice, ils sont jolis, tout ça, mais c'est juste pas de ma faute s'ils les chantent. Mais il y en a moins quand même. Enfin bon. Oui, il y en a une fois par an. Là, il s'agit de qui? Alors, c'est des petites chanteuses que j'aime beaucoup, certaines dont on avait déjà parlé, certaines dont on va parler. Anne Pierlet, par exemple, qu'on vient d'entendre, c'est une jeune femme belge dont on avait déjà parlé ici. C'est déjà son 6e album. Elle étonne parce qu'elle part dans toutes les directions. Par exemple, là, dans ce premier album, qui sera un diptyque, celui-là s'appelle Archies, le prochain s'appellera Cluster. Dans celui-là, elle mélange orgue d'église, petite rythmique électro, et avec sa voix, c'est un truc très particulier, mais ça marche. Et en plus, elle est partout là où on l'entend pas. Par exemple, elle a fait la musique de l'excellent film de Jaco van Dormel avec Benoît Poelvoorde qui s'appelait Le Tout Nouveau Testament, où Poelvoorde était Dieu, je sais pas, il habitait à Bruxelles. Avec sa robe de chambre. Voilà, exactement. Et donc, elle a fait la musique de ce film pour lequel elle a eu un Magritte, qui est l'équivalent du César. Je me demande s'il n'y a pas une école belge en ce moment de ces jeunes chanteurs, chanteuses, mais flamands et mais voilà. artistiques en général. Ils sont super forts. Ils sont très forts. Je vous propose un petit extrait, vous allez voir. Alors, il faut un peu de temps, évidemment, là c'est court, mais c'est un album très addictif quand on rentre dedans. Regarde. Allez. I've been crying for no reason, but the pain is descending. Oh, there you go. Birds love wires. So there's things that I don't understand. And that is why this beautiful love. Pas mal ça. Ouais, bon climat. Et un peu après, dans le couplet suivant, justement, il y a l'orgue, un vrai orgue d'église qui rentre avec sa voix. Ça fait un mélange. C'est vrai, tiens, dans les églises, ça rendrait bien. Ouais, mais c'est très bien. Elle sera d'ailleurs à Saint-Eustache au mois d'octobre, à Paris, je crois, le 5 octobre. C'est ça. Super bien préparé. On me dit qu'on enchaîne, on enchaîne. Tac, Easy Bizou. Alors Easy, c'est son voilà, I-Z-Z-Y, et Bizou, B-I-Z-U. Easy. Alors j'en avais déjà parlé. Allez, encore une moche. J'y suis pour rien, chef. J'en avais parlé en début d'année. Vous savez pourquoi? Parce que la BBC en début d'année dit voilà. Elle ou eux, faut les écouter. Et évidemment, j'avais écouté. Il faut la regarder. Voilà, vous pouvez l'écouter avec les yeux. Non, mais c'est très très bien. C'est une jeune femme dont la maman est éthiopienne, le papa est anglais. Elle a été biberonnée à Ella Fitzgerald et James Brown. Donc évidemment, ça a un bon goût. Évidemment, voilà, ça laisse des traces. Donc elle a une voix particulière, un mélange de musique. C'est vraiment très très bien. Et là, c'est enfin son premier album. Donc regardez. Je vais pouvoir dire à nouveau, on va en entendre parler. Easy. En plus, le nom, Easy Bizou. Easy Bizou, c'est comme mignon. ça, cœur avec les doigts, bisous, allons-y. Oui. Oh ben si, encore un peu là. C'est un petit amuse-la-bouche le matin. Il n'y en a jamais assez dans les matins. Je le sais, moi je suis là à chaque fois. Et on a fini? Non, on termine avec Imani. Alors là, Imani, notre chouchoute absolue, dont on avait parlé le premier album. Absolument. Et tellement gentil dans la vraie vie, mais gentil. C'est le festival de boudin. Exactement. Le gala. Oh là là. Elles sont plus belles les unes que les autres. C'est effrayant. Jusqu'où s'arrêtera-t-il? Non content d'être jolie, non content d'être gentil, d'être adorable. Absolument. Et en plus, elle a un talent incroyable. On en avait parlé en 2011 avec son album qui s'était vendu à quasiment 200 000 exemplaires. Puis on l'avait vu sur la bande originale du film Sous les jupes des filles d'Audrey Dana. Audrey dont on attend le deuxième film avec impatience. La BO était splendide. Et voici The Wrong Kind of War. Voilà, ici en petit vinyle et en CD et en téléchargement évidemment. Où là, elle prend parti pour justement toutes les guerres et toutes les injustices. C'est très très bien. C'est toujours aussi accrocheur. C'est-à-dire que là, le titre qui s'appelle Clap Your Hands, enfin le titre s'appelle Pardon. Ah, moi j'ai perdu le titre, voilà. Mais en tout cas, entre parenthèses, c'est Clap Your Hands. Clap Your Hands, c'est bien. Voilà, oui, elle parle justement qu'il faut se tenir la main. Parfois, la solution est juste à portée de main. Voilà. Regardez, c'est très très bien. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go. Clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh non, encore. Mais oui, si on supprimait la chronique de Romden, on pourrait le faire. Non, faites pas ça, Patrice, c'est mon chouchou. Juste pour finir, vous aimez les gares, vous aimez les lieux insolites. Eh bien, il y a un premier projet qui s'appelle Hors Série avec un concert et un lieu de fête dans la gare Saint-Lazare. Voilà, c'est ce week-end. Incroyable, allez sur les internets. C'est un truc de dingue. Imaginez une gare transformée en lieu de fête. Et ben, boum, c'est ce week-end. Voilà, projet Hors Série, c'est la première. Merci, Alex. Elles sont bien les trois petites. C'est bien, hein.
ravissante qui chante bien? Non, j'ai pas de fille et je ne chante pas. Je vais rester quand même avec une petite devinette. Le général de Gaulle disait de lui que c'était son seul rival sur le plan international. Il s'agit de... Oui, Tintin. Tintin. C'est le Parisien qui nous en parle parce que le journal de Tintin, qui est paru de 46 à 88, fête les 70 ans de sa naissance. Alors en fait, Hergé avait déjà publié 12 albums de Tintin. Lorsque le journal est né, c'est l'éditeur Raymond Leblanc qui l'a convaincu de faire ce magazine dont Hergé sera le directeur artistique. Alors il a bien fait parce que ça a permis l'émergence de héros du 9e art qui font les beaux jours des éditeurs, comme le montre ce hors-série magnifique de Match. Alors vous allez voir Hergé en conférence de rédaction. Oh là. Voilà. Tous les regards sont tournés vers le patron. C'est saisissant sur cette photo. Alors, les fameux héros qu'on a découverts grâce au journal de Tintin, Blake et Mortimer, ça vous dit quelque chose? Le secret de l'Espadon. Il y avait aussi Alix, le fameux gallo-romain. Dans sa version récente, ça donne Alix Sénator, parce que les aventures ont été reprises après la mort de Jacques Martin, son créateur. Ricochet, en bas à droite, vous vous rappelez, le journaliste qui démêlait toutes les enquêtes impossibles. Puis alors, évidemment, en haut à gauche, Michel Vaillant et son rival, Steve Warson, héros de Jean Graton. Steve Warson. Ah ouais. Et alors, Jean Graton est mort, mais c'est son fils qui a repris avec le même coup de crayon. Il s'appelle Philippe Graton et ça se vend toujours, et ça se vend bien. Alors, vous étiez peut-être journal de Tintin, mais vous étiez peut-être aussi pilote ou journal de Spirou. Ou Spirou. Acheter les deux, c'était pas facile. Il fallait choisir. C'est l'un ou l'autre. Alors, tout ça m'amène à vous parler d'Isno Good, autre héros de la bande dessinée, le héros de Jean Tabary. Alors, bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le 3e tome de l'intégrale d'Isno Good est en train de sortir. Je rappelle que Tabary est mort en 2011 et qu'il a rejoint Goscinny au paradis des humoristes, mais que grâce à une petite boîte d'édition, Imave, Isno Good lui survit. Donc avec ce volume 3 que vous venez de voir, les enfants en fait ont ouvert leurs archives aux promoteurs de cet album, ce qui nous donne des photos de Tabary qui sont privées et étonnantes. C'était le poulbeau de Montmartre, Tabary, un petit enfant pauvre qui est devenu ouvrier du bâtiment. On voit, vous avez vu les biscottos. Et vous avez à l'intérieur de cet album 80 pages comme ça de documents inédits, les 4 derniers albums de Tabary, 2 projets d'histoire inédites avec les scénarios, l'ébauche de dessin et puis la première page aussi de son dernier album qu'il n'a jamais pu achever parce que la maladie l'a emporté. 2 mots du Libé des photographes dans le contexte du Visa pour l'image de Perpignan. Énormément de photos ce matin dans Libération, plus de photos d'ailleurs que de textes, et notamment un reportage sur les Chinois de Paris qui, à Aubervilliers, à La Courneuve et aussi à Belleville, organisent des rondes depuis qu'une série d'agressions les a mis en scène, si je puis dire. J'ajouterai qu'il y a aussi du texte, parfois il prête à sourire. Vous avez notamment ce matin dans Libération un Chinois qui raconte son agression. Il dit 5 personnes m'ont arraché ma veste et il se met à sourire et dit heureusement c'était une contrefaçon. Le téléphone pleure quand elle vient. Allez. On commence avec une première application, c'est quoi? Justement, il s'agit des smartphones et du téléphone. Si vous avez pris la bonne résolution d'être un peu moins collé à votre smartphone et dépendant des mails et des textos que vous recevez... J'allais vous le dire. N'est-ce pas? Moi, je n'ai pas encore pris la décision, mais peut-être, parce qu'il y a une nouvelle application qui va vous aider à soigner tout ça. On regarde ça en image, ça s'appelle Formal. Le principe est simple. Vous mettez les destinataires, les expéditeurs vraiment importants pour vous. Par exemple, votre boss, je vais mettre William et Patrice Ramden. Sinon... ça va garder... Non, toi non, c'est un peu moins important, c'est de la distraction. Et donc, il va vous envoyer uniquement les mails des gens que vous avez décidés. Et sinon, on va vous faire un petit compte-rendu. Seulement 3 fois par jour, vous aurez le droit d'accéder à vos textos et à vos mails pour pouvoir ne plus donc être vous allez créer pollué. une hiérarchie. Une hiérarchie, vous avez le droit à 5 personnes qui ont le droit de vous contacter à tout moment de la journée. Les autres devront attendre soit l'heure du déjeuner, soit le soir pour être lus. D'accord. Voilà. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle Formal. Ok. On peut aussi laisser le téléphone dans un endroit ailleurs. Ça fait pareil. Ça marche aussi. Non, si on le laisse dans un tiroir et qu'on... Oui, mais si tu as un appel important, tu peux pas savoir. Alors moi, je vous propose un autre truc. Tu l'éteins. Nous deux, on a inventé une application pas mal qui s'appelle le tiroir ou le bouton arrêt. Ça s'appelle j'éteins. On va peut-être lancer une campagne de financement participatif pour mettre tout ça en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue, on part en Russie avec Uber qui crée une carte qui se lèche
pour voir si vous avez trop bu. Oui. Donc, comment ça? Ah ben oui, c'est-à-dire qu'à la fin d'un repas un peu arrosé, on vous laisse une petite carte, vous passez votre langue dessus, et si votre taux d'alcoolémie est trop important pour prendre votre voiture, il vous le signale, et résultat, vous pouvez appeler un chauffeur. C'est Hubert qui a inventé ça? En Russie, parce qu'en Russie, vous savez qu'il y a des gros problèmes d'alcoolisme. Oui, il paraît. C'est pas encore arrivé en France. Il y a la même pour savoir si on a de l'alcoolisme ou la carte. Et on continue juste avec une fourchette étonnante. Il ne faut pas manger trop salé. Ça, on sait. On sait. Eh bien, au Japon, ils ont créé la première fourchette qui simule le goût du sel. Donc, lorsque vous allez manger votre viande, votre salade, il y aura le goût sera salé au bout de la fourchette, donc vous n'aurez pas besoin. Rajoutez pas. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de sel. Et tout ça, c'est un leurre, un peu comme l'aspartame, mais là, c'est sur la fourchette, et ça simule le goût du sel. C'est bon, ça. Pas mal, ça. Il faudrait qu'on l'essaye pour voir si... Il y a plein d'applications avec ça. Simuler quelque chose. Voilà. Moi, je ne simule jamais. Hein? Je vous voyais venir. Alors, pour une fois, moi, j'ai fait. Vous voyez, je fais une revue de presse où il y a absolument. Tiens, je te donne un chewing-gum et dedans, vous avez un truc qui simule la sympathie. Ah oui. Faites attention à ce que vous dites. Hein. Vous voyez ce que je dis? Parce que ça peut porter à confusion. Non. Et pour une fois, j'ai fait une revue de presse où je ne parle de rien en dessous de la ceinture. Je me suis calmée cet été et là, vous me remettez sur la voie et c'est pas gentil. Je termine avec une exposition d'art contemporain étonnante. On regarde ça en image puisqu'elle a été faite uniquement pour les chiens. Donc, si vous ne savez pas quoi faire le week-end, vous emmenez vos chiens voir une expo, c'est important pour eux aussi la culture. Et toute cette exposition est faite pour eux. Il y a une sorte de sculpture, des tableaux. Voilà. C'est où ça? Eh bien, c'est à Londres. Je peux y aller si vous voulez pour le tester. Non, Londres, c'est Myriam. Ah, c'est dommage. Bien tenté. C'est dommage. Par contre, Vélizy. Vélizy 2. On a un reportage sur Vélizy, Vélizy 2. Même le 3. Le RER, vous prenez J'ai Creil aussi, la ligne C. j'ai Arcueil, tout ça, c'est... Mais c'est très joli ces villes, arrêtez de dire du mal. Mais non, c'est très très bien. C'est loin, mais c'est joli. Merci beaucoup. Il faut aussi prendre soin. Au revoir, messieurs, prenez soin d'elle. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Oui, on va au Canada, nous aussi. Alors, évidemment, rappel des épisodes précédents. Donc, Olivia de Lamberterie a 560 livres dans son entrée chez elle. Et puis, elle a fait un choix la semaine dernière. Aujourd'hui, il y a 2 livres. L'un qui ne concourt pas pour les prix de la rentrée. Oui. C'est un livre pour les tout petits, alors vraiment petits, hein, c'est 3 ans. Et puis là, l'autre, la canadienne, que nous connaissons ou pas encore? Non, écoutez, je n'avais jamais entendu son nom, je dois dire. Emily St. John Mandel, c'est une Canadienne anglophone, jeune, jolie, que j'aurais dû connaître parce qu'elle a déjà publié 3 polars chez Rivage Noir, très bonne maison de polars. Mais je ne suis pas une très grande lectrice de polars et encore moins une lectrice de romans d'anticipation. C'en est un et j'ai adoré. Voilà, je ne peux pas vous dire, coup de cœur de la rentrée. Station 11, chez Rivage, je l'ai pris comme ça, vous savez, il y a un moment, il y a les auteurs que vous connaissez. Faites d'ailleurs, dans un cas, les 560 qui sont posés sur le tapis, avec toute votre famille qui habite à l'hôtel, et vous faites quoi? Vous faites, tiens, allez, celui-là. Je fais des piles, je fais ceux dont j'aime les auteurs, que je vais lire forcément. Les premiers romans que j'ai envie de découvrir. Après, il y a peut-être les auteurs que j'aime moyen. Il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai moins aimé. Après, il y a les pas du tout. Et puis après, il y a ceux... Et puis alors, il y a ça, il y a les je connais pas. Il y a le je connais pas, mais je lis la 4e de couverture et j'ai vraiment très envie d'y aller. Surtout que c'est un livre qui a fait un tabac déjà dans le monde entier. Donc, je me risque pas beaucoup. Et là, je prends le livre. Je commence, je suis scotchée. Parce que c'est un livre à la fois très très palpitant et en même temps très profond qui pose plein de questions sur qu'est-ce que c'est que notre civilisation. Je vous explique. Début du livre, on est à Toronto, il y a un acteur qui s'appelle Arthur qui est une superstar. C'est le genre d'acteur qui ne peut pas se déplacer dans la rue sans une horde de paparazzi. Une sorte de George Clooney, d'accord? Il joue le roi Lear, c'est le rêve de sa carrière. Il est en train de jouer. Et là, il y a un spectateur au premier rang qui est un secouriste et qui s'aperçoit que le type a l'air d'aller pas très bien. Donc il va se ruer sur scène au moment où l'acteur tombe et il va essayer de le réanimer. Mais non, devant tout le monde, on a juste baissé le rideau. L'acteur meurt.
Le secouriste rentre chez lui, il est là, il est dans la rue, il fait très froid, et il y a un de ses copains qui l'appelle en lui disant tu te rappelles, hein, on était très amis, ben voilà, je suis médecin, je suis à l'hôpital, et il y a une pandémie qui commence, la grippe de Géorgie, les gens peuvent mourir en 24 heures, voire en moins, rentre chez toi, fuis, plante-toi. Et la scène suivante, après la mort de l'acteur, c'est le gars qui va au supermarché et il remplit un chariot, un deuxième chariot, un troisième chariot, un quatrième chariot de vivres et il va s'enfermer chez lui avec son frère. Okay, et puis là, le rideau tombe, si je puis dire, et on se retrouve 20 ans après et il y a eu une pandémie, effectivement, qui a décimé 90%, 98% de la population. Et comme les gens sont tous morts, et ben ça veut dire que tout d'un coup, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus d'Internet, et il y a des survivants qui se sont organisés. Il y a déjà eu des films comme ça. Il y a déjà eu des films, il y a déjà eu un grand livre, La Route, voilà. Et donc vous avez l'organisation des survivants, donc vous avez une communauté qui s'est installée dans l'aéroport, par exemple dans le terminal de l'aéroport. Comment on survit ? Et le fil rouge de tout ça, de ce livre qui a une construction extrêmement subtile, parce qu'il se passe aussi bien avant la pandémie qu'après, c'est Arthur, notre acteur, et avec tous les gens qui l'ont côtoyé. Je crois qu'il était mort. Il est mort, mais on va faire des flashbacks avant, sa vie avant, et puis on va voir ce qu'on sont devenus. Il a eu 3 femmes, il a eu un fils, son entourage, sa famille, son meilleur ami, le secouriste qui a essayé de l'empêcher de mourir. C'est un livre passionnant parce qu'il y a comment on survit, qu'est-ce qu'on fait, alors comment on s'organise pour se nourrir, pour se loger. Bien sûr. Pour se soigner. Pour se soigner. Il y a une autre question très importante, c'est que 20 ans après, le monde se divise entre ceux qui ont connu la civilisation et ceux qui ne l'ont pas connue. Des gamins de 15 ans qui sont nés après. Bien sûr. Qu'est-ce qui reste de la civilisation ? Et comment vous expliquez à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu Internet ? Les gars de 15 ans qui n'ont jamais connu, on leur dit « Ouais, il y avait, t'allumais un écran et il y avait des informations qui circulaient dans le ciel. » Et puis il y avait Twitter et Facebook. Exactement. J'avais pas connu ça. Mais il y avait aussi des avions qui décollaient. Expliquer à quelqu'un qu'un avion qui pèse des tonnes, il peut décoller. Bien sûr, oui, c'est drôle. Ça pose plein de questions existentielles. C'est absolument génial. C'est chez Rivage, Émilie Saint-John Mandel. Pour le coup, je me souviendrai de son nom. Petite dispute à la récré. Oui, parce que c'est un livre très très malin chez Nathan. C'est un livre comme ça, ça semble ressembler à tous les livres qu'il y a pour les petits. Vous avez des scènes de la vie quotidienne, la maîtresse, la récré. Sauf que vous avez Papoti, c'est un petit chat, et Papota, c'est un petit lapin, qui posent des questions à côté aux enfants. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de vos enfants, à 3 ans, vous leur demandez c'était comment l'école, ils vous disent super, qu'est-ce que tu as fait, ils disent des trucs. Et c'est très difficile de les faire parler. Et bien là, il y a une petite scène de la récré et on leur dit « Et toi, la dernière fois que tu as pleuré à la récréation, pourquoi est-ce que tu pleurais ? Toi, quand il y a des disputes, qu'est-ce que fait la maîtresse ? Toi, quand il y a des disputes, est-ce que les adultes t'aident ? Qu'est-ce que tu fais ?» Et donc, je trouve que c'est un moyen de libérer la parole des enfants absolument formidable. Collection Papoti Papota chez Nathan, d'utilité publique. Merci beaucoup, je note. Allez, vous avez déjà entendu parler des youtubeurs ou des youtubeuses. C'est un métier, je ne sais pas. Est-ce que ça mène à un métier, être youtubeur dans la vie ? Oui, ça mène à un métier dans la vie. Regardez cette youtubeuse américaine, Anastasia Sor, qui faisait des tutoriels de beauté, comme beaucoup de youtubeuses. On en avait parlé dans Télématin. Il y a 11 millions de personnes qui la suivent. Donc forcément, les marques sont venues la voir en lui disant « Est-ce que vous pouvez faire la promotion de nos produits ?» Et puis elle s'est dit « C'est bien à un certain moment, mais qu'est-ce que je peux faire de toute cette notoriété ?» Eh bien, elle a lancé sa propre marque aujourd'hui. Et ça arrive en France. Et c'est devenu une businesswoman. Donc comme quoi, finalement, derrière toutes ces youtubeuses, il y a certaines qui... Oui, alors ça marche pour le cosmétique. Est-ce que ça peut marcher pour d'autres produits ? À mon avis, ça marche aussi pour tout ce qui est fooding, gastronomie. Certains peuvent lancer un restaurant. La mode, non ? Et la mode également, bien sûr. Bon, on va les suivre, mais 11 millions, c'est énorme.